Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Peut-on faire de la politique à vie ou bien les élus doivent-ils se donner comme objectif d'en sortir un jour? Et on parle bien d'en sortir volontairement, pas parce que les électeurs ont décidé de vous tourner le dos. Dans un conseil communal, un parlement, un gouvernement, la vie des élus n'est peut-être pas aussi facile qu'on ne le pense. Alors quelles sont les difficultés, les éventuelles frustrations? Pourquoi certains élus décident-ils finalement de faire autre chose? Quels sont les conseils qui pourraient donner à ceux qui vont se lancer en politique? On va en débattre avec deux élus qui ont décidé cette année de quitter la vie politique. Voilà, et nos deux invités, ce sont Céline Frémaux, députée bruxelloise pour les engagés. Vous avez été aussi ministre de l'Environnement, ministre de l'Emploi, région bruxelloise, conseillère communale et échevine à Uccle aussi. Et Arnaud Verstraete, bonsoir. Vous avez été député bruxellois pendant 10 ans, chef de groupe, conseiller communal à Schaerbeek, si je ne me trompe pas. Et vous êtes membre de Groen, le parti écologiste néerlandophone. Et vous avez tous les deux décidé d'arrêter la politique. Vous ne serez donc pas candidat en 2024 et vous allez nous expliquer pourquoi. Avant de vous donner la parole, un témoignage. On va prendre le point de vue inverse, celui d'un nouveau venu en politique, le juge Michel Claes, qui expliquait hier à Marie-Noëlle Dinant les espoirs qu'il plaçait dans ce nouveau défi qu'il attend chez Défi. Il y en a qui font de la politique leur métier, comme je dis, on a encore vu ça récemment. Eh bien, moi, je voudrais apporter mon métier en politique et véritablement, comme je l'ai dit, non pas être quelqu'un qui va assister, mais véritablement quelqu'un qui va retrousser ses manches. Et comme j'étais très critique dans le passé à l'égard du monde politique, eh bien maintenant, j'ai arrêté d'être critique et je vais travailler. Je veux dire que l'excitation du moment, c'est quelque chose d'assez passionnant parce que, je vais vous dire une chose, comme tout le monde, nous y croyons. Et y croire, c'est pas nécessairement mon élection, mais c'est croire véritablement qu'on pourra mener des choses jusqu'au bout par rapport à ce que nous portons et qui est, par rapport à une société en danger, le plus important. Alors, on a vu les yeux qui brillent de Michel Claes. Céline Frémaux, il risque de déchanter le futur peut-être élu de Michel Claes. Il n'est pas encore élu, hein, il est en 3e position pour la liste à la Chambre de Défi. D'abord, bienvenue à lui dans le monde politique, comme bienvenue à toutes celles et ceux qui ont décidé de s'engager en 2024 sur les différentes listes qui seront présentées aux électeurs. Je ne vous souhaite pas de déchanter. À titre personnel, je n'ai jamais déchanté et c'est aussi notamment une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter cette vie politique. J'ai une vie politique que j'ai adorée, qui est extraordinaire, belle comme dure. Mais à un certain moment, je pense qu'il faut pouvoir tourner une page. Et c'était mon souhait de le faire à temps. Ouais. Quand il dit ce qui est important, c'est pas tellement d'être élu, bon, sans doute que c'est quand même un petit peu important, mais c'est quand même de changer les choses. C'est une motivation que vous aviez, par exemple, quand vous avez commencé. Est-ce que vous vous rappelez, quand vous êtes entré en politique, ce qui vous conduisait à le faire? Oui, j'étais étudiante en droit, passionnée des enjeux constitutionnels, institutionnels. J'étais en 1994 candidate aux élections communales. J'avais aussi une passion pour toutes ces réformes qui avaient vu la Belgique se transformer. Et puis, c'était le début aussi des quotas des femmes en politique. Et j'étais interpellée sur la place des femmes en politique. Mais j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Ouais, Arnaud Verstraete, c'est à peu près la même année, je pense, votre entrée en politique. En tout cas, l'entrée au Parlement bruxellois. Est-ce que vous vous rappelez ce qui vous a poussé à faire de la politique un jour? Oui, c'est venu en plusieurs étapes. J'ai commencé à l'administration et là, je me suis rendu compte que les choses essentielles se décident quand même au niveau politique. Et aussi, par exemple, un vécu. Je me rappelle comment je me sentais quand j'arrivais à Bruxelles et je roulais à vélo. Et j'avais le sentiment de vraiment être en danger très souvent. J'avais envie de changer ça. Et donc, l'envie que monsieur a dit de changer les choses, je reconnais ça certainement. Et je pense que c'est une belle motivation. Ouais. Alors maintenant, vous avez décidé de partir, l'un et l'autre. Pourquoi vous décidez de partir? Et quel regard vous portez sur votre expérience? Est-ce que vous avez finalement réussi à changer les choses ou à changer des choses? Des choses, oui. Des choses, oui. Pour moi, je dirais, c'est un peu une frustration que parfois ça va plus lentement qu'on ne souhaitait. Mais je trouve qu'en général, oui, on arrive à faire des choses, des chouettes choses. Je suis content de ce qu'on a pu faire. Et maintenant, la raison essentielle pour moi de changer, c'est le sentiment que j'ai pas assez de temps pour d'autres choses importantes dans la vie, qui est par exemple la vie de famille.
Et j'ai vraiment fait un choix positif pour avoir plus de temps pour la famille. Ouais, le bilan de votre action, Céline Frémaux, parce que vous avez été ministre. Est-ce que vous avez un bilan où vous vous dites, je n'ai pas fait tout ça pour rien? Mais j'ai eu plusieurs vies dans l'engagement politique. D'abord comme jeune parlementaire à partir de 2004. Et je me souviens de l'énergie, de l'enthousiasme qui était le mien pour faire passer des textes comme sur la présence des femmes dans les conseils d'administration, du conseil d'administration de l'ASTI, par exemple, du port de Bruxelles. On arrive avec toutes ces aspirations, ces engagements, et puis on peut les traduire dans un texte. C'était aussi la mise en place des parcelles d'étoiles, par exemple, dans les cimetières pour les fœtus qui étaient décédés. C'était quelque chose qui me tenait à cœur de par mon histoire personnelle. Et puis c'était cette vie ministérielle que j'ai trouvée franchement extraordinaire, dur comme je le dis, mais avec des bilans importants. La zone de basse émission, personne ne pensait en 2016, quand on a mis cette zone de basse émission en place, qu'elle porterait aussi rapidement ses fruits. C'était pas dans l'accord de gouvernement. On a eu un vrai élan autour de cette question-là. C'est la dernière accord climat en 2015 qui était de longue haleine, travailler avec le côté néerlandophone, le fédéral, les Wallons, trouver un accord pour en fait déployer un certain nombre de politiques. Les compromis, c'est frustrant en politique? Non, je pense que ça fait partie aussi du jeu politique et c'est très intéressant. On ne peut pas avoir raison tout seul. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose qui emporte une adhésion. Et c'était notamment le cas de la réforme sur les allocations familiales à Bruxelles, qui était très atypique par rapport à l'ensemble des autres réformes menées. Ouais, les citoyens, ils ont parfois l'impression, on lit ça beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, que les élus, c'est des privilégiés, qu'ils ont des bons salaires, qu'ils ont des conditions de travail confortables. Vu de l'intérieur, c'est vrai, c'est moins vrai, on travaille beaucoup. Vous dites, ma vie de famille, je l'ai un peu sacrifiée. Je l'ai un peu sacrifié et je pense, c'est vrai quand même que c'est un privilège. Je trouve tout à fait que c'est correct. C'est un mandat très important parce qu'on travaille pour la société, on a beaucoup de possibilités, mais c'est vrai aussi que ça demande beaucoup. Ça exige une présence, une activité presque 7 sur 7 tous les jours. Et c'est exigeant. Des réunions tard le soir ou tôt le matin, c'est très prenant. Est-ce que les critiques, et notamment les critiques quand on dit les élus, ils font rien, ils sont payés trop cher, on en a trop, est-ce que c'est des choses qui vous ont touché, blessé parfois ou pas? C'est pas chouette à entendre, mais je trouve il faut essayer de comprendre d'où ça vient et essayer d'expliquer ce qu'on fait. Je pense qu'il y a aussi des différences interpersonnelles. C'est un choix aussi de s'engager à fond, de se donner à fond et de faire beaucoup. Peut-être que il faut voir ça personne par personne aussi. Céline Frémaux, votre vie familiale a parfois été entre parenthèses quand vous étiez parlementaire ou ministre? Moi, j'ai toujours que j'ai eu une vie familiale et une vie politique, mais j'ai pas eu de vie à titre personnel, dans le sens où j'avais absolument pas le temps de faire des choses pour moi. Et j'ai eu l'occasion, après 2019, après 6 ans de vie ministérielle très très intense, de pouvoir réaliser un certain nombre de rêves, donc notamment de pouvoir prendre le temps au contact de la nature. Et ça a été notamment le début de cette réflexion qui m'a amené à dire, c'était magnifique, formidable, hyper dense pendant 30 ans, et il est temps, à l'âge de 50 ans, de pouvoir avoir autre chose dans sa vie, avec un autre rythme. J'avais 4 enfants, je les ai toujours, je vous rassure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, mes enfants ont vu une maman extrêmement mobilisée sur toute une série de causes. Alors, ils n'ont pas envie d'être engagés en politique, mais c'est des enfants qui ont été élevés dans la conscience collective. Et je trouve ça quelque chose d'assez précieux, même si mon temps n'était pas le même que celle des autres mamans. Est-ce qu'il y a une part de désillusion ou de désenchantement chez vous? Est-ce que vous quittez la politique peut-être parce que la politique vous a un petit peu déçu ou que la manière dont on fait de la politique aujourd'hui n'est plus celle dont on la pratiquait quand vous êtes entré en politique à l'Anverstraat? Moi, j'ai pas de rêve dans le temps comme ça, mais la seule désillusion que je dirais, c'est la lenteur parfois. J'ai envie que ça aille plus vite, que ça avance plus vite parfois, mais effectivement, il faut construire des compromis, il faut toujours expliquer, réexpliquer, etc. Et donc, je comprends aussi que c'est comme ça. Mais pour le reste, non, je trouve que c'est un très chouette. Vous conseilleriez à ceux qui en ont envie de faire de la politique aujourd'hui? Oui, en disant qu'il faut être prêt à quelque chose qui est très exigeant, et j'expliquerai bien que ça impacte quand même aussi la vie personnelle, comme Céline disait aussi, ça peut être très exigeant. Ouais, pas de désillusion, pas de déception chez vous, Céline Frémaux. À refaire, vous le referiez pareil? Ah oui, et j'encourage toutes celles et ceux qui veulent le faire de le faire, en étant extrêmement conscient du fait que c'est un engagement chronophage. C'est 7 jours sur 7, c'est très peu de nuits de sommeil, en tout cas c'est ce que j'ai vécu. C'est des sacrifices sur toute une série de choses, mais en même temps, il y a une telle capacité à en faire bouger les lignes quand on a des convictions qui sont fortes et profondes, que je pense qu'il faut continuer à y aller. Par contre, je pense aussi qu'il faut être très conscient que c'est une occupation très précaire du pouvoir, que ça ne peut pas bouleverser une vie, qu'il faut être extrêmement attentif à garder des curseurs personnels, parce que sinon, en réalité, on peut être complètement dépassé.
Vous voulez dire, on est happé par la politique. On est happé par la politique et à ce moment on perd le contact et toute une série de réalités. On est gâté aussi comme politique. Je veux dire, dans le sens où notre vie est organisée. Et puis à un certain moment, il ne faut pas s'étonner de se dire, ben non, il faut retrouver une vie qui est simple en réalité. Ce vertige ou cette distance, c'est quelque chose qui a pu vous guetter aussi, Arnaud Verstraete, le sentiment d'être coupé de la réalité, de vivre dans un cocon. C'est très prenant, dans ce sens, oui, mais coupé de la réalité, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de comprendre la réalité de tout le monde autour de nous pour au mieux la traduire dans de nouvelles solutions. Donc c'est très fort. Pris par la réalité, je dirais. C'est très prenant. Ouais. Alors vous avez tous les deux un parcours qui vous permet d'avoir un regard bien informé sur la manière dont fonctionnent aussi nos institutions politiques. On va en parler maintenant. Je vous propose un témoignage de Karl van Loo. Il est député au Parlement flamand pour la NVA. C'est un parti dont vous ne partagez ni l'un ni l'autre les convictions. NVA qui réclame régulièrement une réforme des institutions bruxelloises. Et Karl van Loo, dans notre matinale cette semaine, s'attaquait notamment à la conférence des bourgmestres dont il demande la suppression. Ils disent que ça n'existe pas, c'est quelque chose inofficiel, officieuse qui existe. Il faut supprimer ça et il faut installer une région très forte et avec des communes qui sont un peu des districts ou des arrondissements. Ouais. Je donne toujours l'exemple de Paris. Ça marche, une ville très forte comme Paris et puis on a des arrondissements à Paris. Il faut simplifier les choses parce que toutes les structures qui existent à Bruxelles, c'est pas dans l'intérêt des Bruxellois, mais c'est toujours dans l'intérêt des hommes et des femmes politiques ici à Bruxelles. On a trop de structures, on a à peu près des 1000 mandats ici politiques à Bruxelles. Ouais. 1000 mandats politiques, c'est trop. Ouais. Alors Arnaud Verstraete, est-ce qu'il faut réformer les institutions bruxelloises? Est-ce qu'il y a trop d'élus en région bruxelloise? Je suis d'accord qu'il faut réformer et je pense qu'on peut faire plus efficace, de manière plus efficiente. Moins d'élus, je ne pense pas que c'est la grande priorité. Il faut aussi savoir que dans ce calcul, il inclut les conseillers CPS, les conseillères communaux. Ça, c'est pas vraiment, c'est quelque chose qu'on fait en dehors de son temps plein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il faut nuancer quand même les propos, mais je suis d'accord qu'il faut réformer et que Bruxelles peut être encore mieux organisée, mais je suis aussi convaincu qu'on peut faire ça dans un bon dialogue, comme on a la tradition de le faire en politique. Ouais, entre francophones et néerlandophones notamment. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Vous avez une expérience de conseiller communal, une expérience de député régional. Mm-hmm. C'est quoi le niveau de pouvoir où on a le plus de poids lorsqu'on est un élu? C'est dans un conseil communal ou c'est dans un parlement régional qu'on peut changer la vie des Bruxellois? La première réaction serait quand même au Parlement. Ouais. Mais je trouve que c'est très différent en fonction de si on est en opposition ou en majorité, la façon de fonctionner aussi. Ouais. Vous avez connu les deux? Oui. C'était plus agréable d'être dans la majorité? C'est plus fun comme élu d'être dans l'opposition parce qu'on peut s'exprimer librement en public et tout sans aucun problème. En majorité, il faut toujours trouver les compromis, plus, disons, en dehors de... Ouais, et il faut respecter la solidarité gouvernementale. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Céline Frémaux, d'abord la question générale. Est-ce qu'on doit réformer la région bruxelloise? Est-ce que, par exemple, la conférence de bourgmestre, qui est très active sur les questions de sécurité, on l'a beaucoup entendu au moment de la crise de la Covid-19, par exemple, cette conférence de bourgmestre, et la NVA dit que c'est un organe qui n'est pas très transparent, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce n'est pas un organe officiel, on doit la supprimer. Est-ce qu'on doit réfléchir à transférer du pouvoir vers la région plutôt que de le laisser aux communes? Sur la conférence des bourgmestres, j'ai une opinion tout à fait différente de celle qui a été exprimée par le député de la NVA. Je pense justement, en réalité, que la conférence des bourgmestres, de par le rôle qu'elle a et cette première ligne en fait des instances communales qui a été extrêmement mise en avant dans le cadre de la crise Covid, et la région s'est reposée sur ce niveau de pouvoir, doit trouver une vraie légitimité. Et si c'est pour en fait avoir une conférence des bourgmestres qui rend des avis en fait si et là et qui ne sont pas d'une certaine manière assez liants, je pense qu'on perd beaucoup de temps. Or, on veut simplifier, gagner en temps, gagner en efficacité et aussi diminuer les coûts. Je pense qu'il faudrait lui donner un statut. Mais ce n'est pas un organe officiel aujourd'hui. Non, mais moi je pense qu'il faudrait en faire un organe officiel. Et par exemple, dans les lectures qui sont opérées au gouvernement, vous savez, vous déposez un projet, première lecture, deuxième lecture, il y a le Conseil d'État qui est notamment consulté. Je pense que l'avis de la conférence des bourgmestres devrait intervenir en première lecture. Il devrait être beaucoup plus liant. C'est une manière aussi de mettre beaucoup plus de fluidité
proximité entre les décisions régionales et communales. Et aujourd'hui, la répartition du pouvoir, elle est bonne entre la région et les communes, où on doit réfléchir à déshabiller un petit peu l'un pour renforcer l'autre. Mais ce n'est pas la question de déshabiller l'un pour renforcer l'autre. Je pense qu'il faut une clarification en fait, de toute une série de compétences. On voit encore la difficulté sur des matières comme la propreté. Et donc, il y a un travail à faire de simplification, de clarification pour gagner en efficacité et aussi réduire les coûts. Ouais. Et vous êtes plus amusé quand vous étiez échevine à Uccle ou quand vous avez été ministre à la région bruxelloise? Mais d'abord, j'étais échevine 3 mois, donc je ne peux pas réellement juger en fait, de ce type de pouvoir-là. Je dis et je répète, j'ai adoré la vie ministérielle, même si elle est extrêmement prenante, parce qu'on peut initier toute une série de réformes et on voit de façon très tangible les résultats. Alors, je voudrais avoir votre avis l'un et l'autre sur ce qu'on appelle parfois la démocratie participative, donc l'idée de faire participer davantage les citoyens, que ce ne soit pas les seuls élus qui aient tout le poids politique sur leurs épaules. Il y a eu notamment les commissions délibératives mises en place au Parlement bruxellois avec moitié de parlementaires, moitié de citoyens pour débattre de certaines questions. Ça marche, c'est intéressant, on doit aller plus loin, ça a des limites. À l'Anverstraat. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on n'est qu'au début. Je pense que c'est clair que le système démocratique tel qu'on l'a aujourd'hui n'est pas encore parfait. Il faut le faire évoluer. Et on est en train de faire des expériences très intéressantes et prometteuses au niveau bruxellois ici. Mais je suis aussi d'avis qu'on n'est pas encore prêt. On est en train de prendre encore des leçons des premières expériences et de voir comment on peut mieux faire. Moi, j'ai trouvé personnellement, quand on discutait par exemple de sans-abrisme logement, j'étais inspiré par l'ouverture d'esprit de panels citoyens. Et ils disaient les solutions de gauche et de droite, je les veux tous. Et je ne vais pas choisir l'un ou l'autre. Et je trouvais leur attitude ouverte assez inspirante, en fait. Ouais. Céline Frémaux, c'est un enjeu de rapprocher les citoyens de la décision politique? C'est un enjeu fondamental. Maintenant, la question de l'unique voix de la commission délibérative me semble très courte. Les engagés ont soutenu le texte sur la commission délibérative depuis l'opposition, parce que c'est nos convictions profondes. Dans les faits, et pouvoir avoir assisté aux commissions délibératives, l'outil est vraiment perfectible. Il y a une nécessité vraiment d'analyser ce qui a été les plus, les moins. Les coûts sont énormes. Et puis, en fait, on en vient à la question... Mais je n'ai pas un problème sur la lourdeur de l'outil. Ce que je veux, c'est que l'outil soit efficace. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? En réalité, si on fait une commission délibérative sur le sans-abrisme et le logement, moi, ce que je veux savoir, c'est les recommandations qui ont été formulées. Comment est-ce qu'elles ont été traduites? Par qui? Par l'exécutif? Par le législatif. Théoriquement, et là, il y a un flou théoriquement, il y a un suivi juste. qui est prévu. Théoriquement, il y a un suivi. Oui, mais le suivi est très faible. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Anverstraat? Le suivi peut être bien amélioré? fait, mais c'est à nous aussi de le réaliser. On le fait en commission et on vérifie où on en est avec le gouvernement et au niveau parlementaire. Mais voilà, je suis d'accord que l'outil doit évoluer. Hein. Il y a moyen de mieux faire, mais pour moi, c'est une conviction de dire qu'il faut aller plus loin alors, et le construire mieux encore dans le futur. Est-ce que vous avez senti, pendant les années où vous étiez en politique, une désaffection, un désintérêt, parfois un rejet de la politique? On a dit que c'est un sentiment qui avait gagné du terrain, que les citoyens bruxellois, belges de manière générale, ils avaient de plus en plus de distance avec la chose publique. C'est exact ou pas? Oui, il y a quand même un nouveau phénomène, je trouve. On a des évolutions comme fake news, mais aussi, je pense que c'est difficile parfois de comprendre pour un citoyen qui regarde le niveau politique qu'un même parti au niveau régional valide quelque chose comme Good Move et au niveau local va s'opposer contre. Et voilà, on a vu qu'il y a beaucoup d'incompréhension et finalement aussi des gens dégoûtés. Et je pense que ce n'est pas positif. Il faut réfléchir sur comment on peut mieux maintenir ce contact entre politique et il y a un dégoût de la citoyen. politique, c'est pas quelque chose qui vous a touché, si j'ai bien entendu, Céline Frémaux. Non, il y a un fossé qui s'est creusé, ça c'est clair et net. Maintenant, il y a toute une série d'éléments qui peuvent l'expliquer. La question de la violence sur les réseaux sociaux, peut-être aussi une absence de contact beaucoup plus au corps à corps avec les citoyens. À titre personnel, je n'ai jamais été franchement attaqué ou vécu des choses difficiles de la part de citoyens. Mais en même temps, je me suis rendu extrêmement disponible aussi dans cette relation citoyen, en étant très pointilleuse sur le suivi des envois qui m'étaient faits, sur les coups de téléphone. Ça prend aussi du temps. Et donc, je pense que les personnes qui s'engagent en politique doivent s'engager avec cette conscience-là, d'être réellement au service du citoyen et qu'il n'y a pas des horaires. Ce n'est pas à bureau fermé un certain moment. Ouais, on n'est pas faut être élu vraiment... de 8h à 17h. Non, on est élu 7 jours sur 7 à H24. Ouais.
Quel est le conseil que vous donneriez l'un et l'autre, peut-être pas à Michel Claes, mais en tout cas aux jeunes qui vont peut-être entrer en politique à l'occasion de ces élections en juin ou en octobre de cette année? Céline Frémaux, conseil à une petite jeune fille, Céline, qui s'apprête à rentrer en politique, qui sort des études. Qu'est-ce qu'elle doit faire attention à quoi? Mais je vais donner un conseil qui est le même d'ailleurs pour Michel Claes. Je pense que ce qui est très important quand on arrive comme jeune élu, et quel que soit l'âge, c'est-à-dire comme nouvel élu, c'est d'observer le lieu dans lequel on est, d'observer les modes de fonctionnement et puis d'apprendre très vite. C'est pas parce que vous êtes jeune à un certain moment que vous ne savez rien. Et c'est pas parce que vous avez 30 ans de vie, soit d'entrepreneur ou de juge, que vous savez tout. Ouais, mais il faut maîtriser les codes, comprendre comment ça marche. C'est bien la première chose que j'ai dit. Un petit peu peur du président de parti avec lequel on vient de passer un accord. Observer les choses, ressentir le lieu dans lequel on est, quels sont les codes, apprendre très vite, travailler énormément. Ouais. Arnaud Verstraete, les conseils pour un jeune Arnaud qui va se lancer en politique, qui est plutôt écologiste, néerlandophone. Moi, ça serait, pour n'importe qui aussi, de regarder c'est quoi qui t'a motivé de vouloir rentrer en politique, qu'est-ce que tu as voulu changer, améliorer, et essaye de te focaliser sur certains sujets spécifiques pour effectivement les faire évoluer, devenir spécialiste dans ça, devenir expert et construire à fur et à mesure avoir les priorités et les creuser à fond. Ne pas essayer de tout faire parce que ce n'est pas possible. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir fait en politique? Ou des textes que vous regrettez d'avoir votés? Pas tout de suite comme ça. Pas tout de suite comme ça. Céline Frémaux, un regret? Oui. Au moment du passage sur le décret inscription, j'étais parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles et il se fait que dans la vie privée qui était la mienne, je voyais les difficultés opérationnelles de ce texte. Et donc j'ai suivi une discipline de parti alors que j'étais clairement sur le terrain en train de faire la file pour inscrire ma fille dans un mobil-home avec d'autres parents. Et j'aurais dû dire, écoutez, non, ce que je vois sur le terrain est problématique, même si je rejoins toujours les objectifs du texte en tant que tel, mais j'aurais dû m'abstenir sur ce texte-là. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va signaler que Céline Frémaux, vous savez déjà ce que vous allez faire dans le futur. Vous serez la secrétaire générale de la Fondation Saint-Louis, qui va travailler au bénéfice des étudiants de l'Université Saint-Louis, maintenant regroupée avec Lucé Louvain. Vous serez toujours active sur le terrain associatif aussi? Oui. Ouais. Plus que jamais. Présidente de l'école de l'ESRA. Je préside effectivement l'IRSA, qui est une école spécialisée, mais aussi un centre d'hébergement, un centre de jour pour personnes handicapées. Ouais, et sans que ça, vous continuerez. Oui. Ouais. Et vous ne tournerez pas tout à fait le dos à la politique ou c'est clairement définitivement fini? Non, je suis passionnée par la chose publique. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose de terminé pour moi ici en Belgique. Ouais. Arnaud Verstraete, vous savez ce que vous allez faire dans le futur? Je ne sais pas encore, mais je me donne encore un peu de temps de réfléchir. Je vais certainement finir mon mandat qui se termine en 6 mois. Et je continue aussi à être passionné de toute façon par la chose publique. Ouais, ça, et donc vous cherchez encore un boulot? Oui. Vous ne l'avez pas encore trouvé? Je ne l'ai pas encore trouvé. Merci Arnaud Verstraete, merci Céline Frémaux d'avoir participé à ce débat. Demain, on s'intéressera à la santé des commerces bruxellois. Est-ce que la période des fêtes, avec plaisir d'hiver, a permis de remplir les caisses des commerces, des restaurants, des hôtels? Comment se présentent les démarrages des soldes aussi? Réponse donc demain dans Plus d'actu. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Catherine Moreau, la bourgmestre de Molenbeek. Continuez à bien vous informer et à demain.